Quelle est la grande force, quelle est la plus grande force en matière de relations interpersonnelles? Hmm. En matière de relations interpersonnelles, je pense que la plus grande force, c'est la loyauté. C'est le ciment qui permet de maintenir les relations dans le temps. D'accord? Parce que éventuellement, dans les relations, on parlera essentiellement de la communication. Mais c'est assez évident que pour que la relation avance, d'accord, il faut de la communication. Mais ce qui permet de garder le train sur les rails, en ce qui me concerne, c'est la loyauté. Quelle que soit la forme de relation dont il s'agit. Puisque c'est seulement à cette seule condition que l'on pourra s'organiser, se comprendre et éventuellement bien communiquer, au fait. Et donc, pour moi, c'est la plus grande force en matière de relations interpersonnelles. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui communique bien, d'accord, qui échange bien, mais sans loyauté, ça n'a pas de sens, puisque il peut bien communiquer et, et être un hypocrite. Donc, vous ferez entendre ce que vous voulez entendre et s'économiser au fait sur le truc. Mais lorsque c'est quelqu'un de loyal, même si dans sa communication, cette personne se veut être, je vais dire agressive, même si c'est pas agressif, mais elle se veut être véridique au point où, voilà, un peu les choses qu'elle dit sont relativement dures à entendre. On ne peut en aucun cas lui arracher le mérite, d'accord, de sa loyauté et de son honnêteté. Une autre façon d'appréhender la chose, c'est par rapport à l'honnêteté de cette personne. Et donc, la valeur que cette personne accorde à la relation et à la personne en face d'elle. Donc, pour moi, ça va tourner autour de la loyauté, de l'honnêteté, au fait. Comment exprimer son amour et son affection aux autres? Je pense que c'est super personne dépendant. Dépendant de la personnalité de l'individu, d'accord? Et dépendant aussi des personnes concernées aussi. Et en parlant d'amour et d'affection, tout le monde n'est pas forcément expressif. Donc, éventuellement, je pense que fondamentalement, toute personne qui tient à ses proches, à sa façon bien à elle de l'exprimer. Ce n'est pas forcément par les mots. Ça peut juste littéralement être par des actes. Et le fait de demander souvent, certaines personnes, c'est dans le fait de demander d'après toi, en fait, qu'ils expriment leur affection pour toi. D'autres personnes, c'est d'être tout le temps avec toi. Et généralement, dans un contexte familial, disons par exemple que le père de famille ne va pas se la jouer super émotionnel, en règle générale, mais il va être très attentif aux besoins de sa famille, c'est-à-dire de sa compagne et de ses enfants. Et c'est sa façon à lui, au fait, de témoigner de l'amour à ceux à qui il tient. Et pour la mère, ça va être autrement. Elle va être plus aux petits soins de, voilà, si, est-ce que tout le monde a les choses comme il faut, etc. Et en termes de dynamique humaine, le tout va vraiment dépendre de la qualité de la relation. Et c'est ça qui va définir, en fait, la façon d'exprimer son affection et son amour. Et même sur le plan professionnel, il y a plusieurs façons d'exprimer, en fait, son amour et sur le plan professionnel. Et ça peut être, et son affection, euh, ça peut être par des compliments ou, voilà, reconnaître que la personne a effectué
des efforts. Et éventuellement, avec les personnes avec qui je travaille, lorsque la personne réalise quelque chose que j'apprécie, ben voilà, tu le lui fais savoir avec de la joie. Et la personne comprend que en ce qui me concerne, lorsque je fais comprendre à la personne, ouais, je suis vraiment content en fait de ce que tu as fait. Ce n'est pas juste littéralement du point de vue professionnel, ok, tu devais faire si tu l'as fait, je suis content. Mais je suis vraiment content en fait que ça vienne de la personne. Ou lorsque je suis là dans une situation bien particulière, et une personne totalement au pif donne une idée à laquelle j'avais pas pensé. Mais la façon d'exprimer ma joie fait que dans ce contexte, la personne se sent super unique. Et je le fais comment? Je lui dis littéralement, tu es un génie. Tu es un génie. Puisque sur, par rapport au contexte, c'est littéralement comme ça que je le ressens. Et ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec une appréciation vraiment professionnelle. C'est plus mon expression, en fait. L'expression de mon affection pour cette personne, même si cela s'exprime dans un contexte professionnel. En amitié, c'est pareil. D'accord. Dans les relations de couple, c'est pareil. Et donc, chaque contexte va définir la façon de s'exprimer et chaque personne, suivant sa personnalité, va trouver une façon à elle. Euh, En règle générale, les gens s'attendent à ce que ce soit par des mots, que ce soit très visible, l'expression de l'affection. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout le monde n'est pas expressif. Ou certaines personnes ont des degrés d'expression subliminaux, comparativement à d'autres qui sont beaucoup plus voyants dans leur façon de procéder. Mais dans tous les cas, c'est ok. C'est ok. Et tant que cela permet de faire avancer les relations, je pense que pour moi, c'est le plus important. D'accord. Comment gérer les conflits dans les relations? Généralement, les conflits vont naître d'une opposition de point de vue. C'est plus ça qu'autre chose. Et donc, l'idée, c'est, indépendamment des opinions, d'accord, des deux parties, il y a une vérité par rapport à l'événement, à la situation, etc., etc. Et souvent, dans cette dynamique, il y a une personne qui sera toujours plus modérée que l'autre, une personne qui sera relativement plus sage, disons-le comme ça, que l'autre. Bien sûr, les deux personnes peuvent être juste du chaud bouillant, mais dans tous les cas, il y a une personne qui pourrait avoir un peu plus de recul. Et dans ce genre de contexte, la chose à faire, c'est, je pense qu'il y a plusieurs approches. La première approche, et là aussi ça peut être en fonction de la personne, mais la première approche peut être que lorsqu'il y a un conflit, ok, de ramener la balle à terre et d'établir au fait les éléments qui sont connus et qui sont des faits, d'accord, qui sont les bases sur de la situation sur lesquelles les deux sont d'accord. Parce que à partir du moment où il s'agit d'opinion, il s'agit de perspective. Il s'agit de perspective et le tout dépend des éléments que chaque partie concernée a décidé de prendre en compte avant d'établir sa perspective de la situation. Donc l'idée est que ensemble, les deux s'assiedent et ok, ramène la balle à terre donc et revoir en fait du début de la situation, c'est quoi les éléments pris en compte, les éléments que chacun d'entre eux a décidé de prendre en compte pour évaluer la situation. Et donc cela va ramener les choses à observer de façon factuelle. Il y a eu tel élément, tel élément, tel élément. Et s'ils peuvent s'entendre sur les bases, en règle générale,
cela leur donne le temps aussi donc d'observer, ok, voilà les éléments que la personne en face de moi a pris en compte. Ah, tu as manqué mais tu n'as pas tenu compte de telle chose. Parce que généralement, nous allons percevoir le monde à travers nos propres filtres. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que, consciemment ou inconsciemment, nous allons mettre de côté. Consciemment ou d'autres, ou consciemment ou inconsciemment, nous allons amplifier. C'est un peu souvent que vous avez souvent remarqué que des fois, deux personnes peuvent être en train de se discuter, en train de se disputer, et à un moment donné, ou juste de discuter, à un moment donné, l'une des personnes, voilà, elle se fâche tout juste. Pourquoi? Parce qu'elle a estimé que la personne en face d'elle a eu à dire une ou deux choses et elle s'accroche à cet élément-là, indépendamment du contexte, indépendamment de tout autre. Et elle en fait des histoires parce que chacun a ses filtres et voit le monde à travers ces filtres-là. Donc l'idée, pour revenir à la question de base, c'est de revoir ensemble, d'accord, les éléments de fait et ensemble de séparer ce qui est fait sur lequel nous pouvons nous entendre de nos opinions. Et lorsque les faits sont établis de façon claire pour les deux parties, progressivement, ils peuvent établir la dynamique de, ok, à partir de ces faits, quelles sont là où les conclusions raisonnables sur la base de ces faits, indépendamment de toute implication émotionnelle, indépendamment de, voilà, de toute opinion personnelle. Et je pense que ce travail, d'accord, méthodique et progressif, ce travail impliquant les deux parties, sera beaucoup plus productif que le fait que chacun lance à l'autre, d'accord, les raisons pour lesquelles lui, il est les éléments pour lesquels il pense que lui, il a raison. Parce que généralement, les gens, quand ils vont mener des discussions, ils vont partir du principe, ou lorsqu'il y a des conflits, c'est en partant du principe que chacun est convaincu qu'il a raison. Ça peut être effectivement le cas, comme ça peut naturellement ne pas l'être. La seule façon de percer l'abcès, c'est de ramener la balle à terre, parce que j'ai appris il y a quelques années que aucune vérité n'est assez grande pour empêcher sa propre remise en cause. Donc si la chose ou si la situation en elle-même, elle est connue, si mon opinion est vraie par rapport à la situation, je ne devrais pas m'inquiéter que l'on remette en cause mon opinion. Et je devrais être capable d'accepter, d'accord, de refaire le processus de décortiquer chaque élément de l'événement avec la personne en face de moi et progressivement faire cheminer la personne sur le même sentier que moi, c'est-à-dire de façon à ce que, à partir des éléments de fait de la situation, que l'on puisse, voilà, analyser pour voir si, ok, j'arrive encore exactement à la même conclusion. Et si ma conclusion est raisonnable. Donc si j'arrive à le faire et que la personne en face de moi est d'accord avec moi sur les prémices et est d'accord avec moi sur le raisonnement, éventuellement elle serait d'accord avec moi sur la conclusion. Mais si à un moment donné, cela coince quelque part, cela suppose que ma conclusion aussi est biaisée. Elle est biaisée par le fait que, ok, j'ai peut-être pas tenu compte d'un élément ou d'un autre. Et en ce moment, c'est juste de reconnaître que, ok, effectivement, j'ai manqué de prendre tel élément en considération. Voilà pourquoi j'étais arrivé à une conclusion qui n'était probablement pas la meilleure. Et le conflit est arrêté. Ou on se rendrait compte que les deux personnes peuvent développer leur raisonnement. Et à la fin, les deux ont raison, mais c'était juste une affaire de perspective. Il y a une image qui circule sur le net
deux personnes, d'accord, qui sont l'une face à l'autre, et au sol, c'est dessiné le chiffre 9 ou 6. Parce que ce qui se passe, c'est que chacun des deux est positionné d'un côté et de l'autre du chiffre. Et donc, celui qui est en face lit 9 et l'autre lit 6. Donc, l'un dit c'est 9, l'autre dit non, c'est 6. Le fait est que les deux ont raison. Tout est une affaire de perspective. Dans ce cas-là, les deux ont une bonne perspective de la situation. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais pour récapituler ce que je viens de développer jusque-là, la façon simple de gérer les conflits va tourner autour d'un processus rationnel où les parties concernées vont juste se contenter de repartir sur les bases même de la situation, c'est-à-dire sur les éléments indiscutables, les faits, et reconstruire le raisonnement. Cette fois-ci, pas chacun dans son coin, mais les deux parties concernées ensemble. Et forcément, si ça coince quelque part, éventuellement, ça se ferait savoir très rapidement. Comment as-tu appris à pardonner? Je ne suis pas sûr que ma compréhension du pardon soit très populaire. Cependant, comment j'ai appris à pardonner? Il faut dire que pendant pas mal de temps, d'accord, c'était une idée conflictuelle dans mon esprit. L'idée du pardon avec celle je ne vais pas dire du laisser aller, d'accord? Mais je peux dire du laisser aller. Ok, peut-être la personne a fait quelque chose d'offensant. La notion du je pardonne et la notion de ok, je laisse juste couler. Pourquoi je l'établis comme cela? Il y a une expression qui dit, c'est quelque chose que je dis très souvent et que je pense vraiment, je pardonne mais je n'oublie pas. C'est sûr que beaucoup de gens la connaissent celle-là. Mais lorsque tu n'oublies pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te rappelles. Tu te rappelles de quoi? De l'offense. Et donc, peux-tu donc dire toujours que tu as pardonné? Question à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Puisque il y a aussi une autre notion, d'accord, que nous allons évoquer, qui est celle que, ok, l'idée derrière le fait de ne pas oublier, le fait de pardonner mais de ne pas oublier, est le point crucial. Je m'explique. Lorsque je n'oublie pas, lorsque je n'oublie pas l'offense, ce n'est plus tellement en termes d'offense, d'accord, puis en termes de ok, puis en termes d'implication émotionnelle, mais en termes d'événement. Je me rappelle de l'événement. Mais à quoi cela sert de me rappeler de l'événement? En tirer la leçon. C'est la seule raison pour laquelle il faut se rappeler. Pour en tirer des leçons. Plus d'implications émotionnelles à partir de ce moment-là. Parce que dès qu'il y a des implications émotionnelles, l'on se condamne à revivre l'offense. Et naturellement, l'on en souffre de nouveau. Et donc, naturellement, l'on en veut toujours à la personne. Et donc, naturellement, l'on ne... l'on- c'est totalement évident qu'en ce moment, l'on se refuse à pardonner. D'accord? Donc, pardonner, en ce moment, va constituer à accepter l'événement, d'accord, pour ce qu'il est,
accepter que telle personne vous a fait telle chose. Je ne vais pas parler de se détacher de cela, mais processer, c'est-à-dire prendre la situation et la digérer émotionnellement. Faire la paix avec l'événement. Parce que la première personne que cela libère, c'est soi-même. Et cela nous permet en fait d'aller de l'avant. Lorsque vous digérez les émotions liées à l'événement, ça ne devient juste qu'une idée dans votre esprit. Mais digérer, ok, pour développer ce point, je dirais quoi? Supposons que quelqu'un vous a offensé, il vous a dit quelque chose de blessant, etc. Et vous vous sentez mal, peu importe l'émotion liée à cela, que ce soit de la colère, etc. Mais pour faire le process, il s'agit en fait justement de s'asseoir et d'identifier l'émotion que en ce moment-là vous avez décidé de lier à l'événement ou à l'individu. D'accord? Parce que généralement, si vous liez de la colère, il y aura du ressentiment qui va être construit et du ressentiment va naître éventuellement un désir de vengeance, etc. Donc, s'asseoir, faire de l'introspection et identifier les émotions que vous liez à l'individu et à l'événement en soi. Et faire l'exercice de détacher ces émotions-là de la situation de l'individu. Cela semble légitime, d'accord, en fait, c'est légitime, c'est totalement légitime d'être en colère par rapport à une personne ou par rapport à une situation bien particulière. Ce qui ne marche pas sur le long terme, c'est de se laisser consumer, par exemple, par la colère, de se laisser consumer par n'importe quelle forme d'émotion. Et donc, l'émotion en elle-même vous donne un signal sur votre positionnement par rapport à ce qui vient de se passer. Donc, ça vous donne juste votre position, mais ça ne vous condamne pas à rester dans cette position. Ça ne vous condamne pas à rester dans... Donc, il ne sert absolument à rien de répéter, de cultiver cette émotion-là, surtout pour la même situation, en fait. Éventuellement, une autre situation peut... Voilà, dans un autre contexte, vous pouvez être encore en colère. Là n'est pas la question. Mais pour la même situation, ça deviendrait redondant de se rappeler de la situation et de se mettre à colère à chaque fois que l'on se rappelle de la situation. C'est juste contre-productif. Donc, l'exercice à faire, c'est d'identifier la chaîne des émotions, d'accord, que nous avons liées à la situation ou à l'individu, et par un travail patient et progressif, de se détacher de cette émotion et de détacher cette émotion de la situation et de l'individu. Et le tout dépend de la façon dont vous organisez cela mentalement. Mais pour le faire, il faudrait comprendre que éventuellement ce n'est l'individu n'est pas forcément, comment le dire? Souvent les altercations que nous avons avec les gens, ce ne sont pas des trucs qui nous arrivent tous les jours avec ces mêmes personnes. Donc on comprendrait aisément que, ok, c'était peut-être dans une situation bien particulière, d'accord, que la personne a eu tel genre d'attitude et qui était totalement déplacée, etc. Elle a peut-être fait consciemment ou inconsciemment, mais la question est de, ok, cela nous a offensés, mais nous ne sommes pas obligés de rester focus sur l'offense, d'accord? Parce que lorsque l'on décide de rester focus sur l'offense, comment est-ce que cela affecte la relation? Non pas que nous sommes la personne qui devions sauver la relation, mais en termes de ressenti, en termes d'ambiance, comment est-ce que je me sens avec moi-même?
Et si je n'aime pas ce ressenti, je n'ai donc aucun intérêt à maintenir cette émotion. Même si ce n'est pas pour l'autre, tout au moins pour moi-même. Je n'ai juste aucun intérêt à rester dans cet état. Et donc, je vais essayer de prendre la situation pour ce qu'elle est, m'évertuer à la prendre pour ce qu'elle est. Pas juste essayer, mais m'y évertuer à la prendre pour ce qu'elle est. Ok, telle chose est arrivée, telle chose est arrivée. Et en prendre donc la responsabilité. Parce que la chose qui va me permettre justement de sortir, je ne vais pas dire le plus rapidement possible, mais qui va m'aider à sortir, en fait, de cet état, de cette boucle, c'est la prise de responsabilité, en fait, de l'événement. Même si c'est la personne en face qui a commis l'offense, je prends la responsabilité de l'événement. Cela suppose quoi? Ok, la personne s'est permis de me dire tel ou tel. C'est pas tombé du ciel. Prendre la responsabilité supposerait quoi? Comprendre que, ok, je me suis peut-être présenté d'une certaine manière à la personne. C'est ça qui a fait que la personne s'est permis. Parce que cette personne ne le ferait pas avec Monsieur X, par exemple. Mais si elle se permet de me le faire à moi, il y a donc quelque chose dans mon attitude qui lui a fait penser qu'elle est en position de me faire ce genre de truc. Donc, je prends la responsabilité de ça. Donc, je comprends que, ok, tout est parti de moi. Et donc, si je veux un changement, et à partir du moment où c'est parti de moi, en réalité, la personne en face a juste servi de quoi? Elle a juste été le moyen par lequel je devrais comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon attitude. Cela ne la dédouane pas de ce qu'elle a fait. Mais cependant, ça ne regarde qu'elle. Mais en ce qui me concerne moi, je sais et je comprends que ce qui s'est passé est d'abord parti de moi. Ça, c'est ma prise de responsabilité qui me permet au fait d'avoir cette même mise sur la situation. Et c'est là que rentre aussi la leçon. C'est la seule façon pour moi de pouvoir tirer une leçon parce que je décide d'abord de prendre la responsabilité de la situation. Et lorsque je sais que ça part de moi, je sais donc qu'il y a quelque chose dans mon attitude qui emmène à cela. Et je comprends donc que pour changer le résultat, je dois changer la cause. Je dois changer la cause. Et j'ai le contrôle entier, d'accord, sur cela, puisque c'est parti de moi. Donc je peux changer la cause. Et éventuellement, peu importe en face de qui je me retrouverai, je sais que ce genre de situation ne se reproduirait plus. Puisque j'ai changé la cause en moi et dans mon attitude. D'accord. Et donc, pardonner, ça passe par la prise de responsabilité. Parce que c'est la seule chose qui va me permettre de déjà me détacher émotionnellement de la situation et de l'individu impliqué par la situation. Et ce détachement m'est permis par la prise de responsabilité. Parce que dès que je prends la responsabilité, même si je reconnais que c'est la personne en face qui m'a jeté la pierre, je ne lui en veux plus tellement pour autant. Parce que je comprends que, ok, à un moment donné, j'ai probablement mis la pierre dans sa main. Ça, c'est moi prenant la responsabilité pour ce qui vient d'arriver. Ou moi lui disant, oh, ok, ici, cible peut jeter pierre. Et la personne a jeté la pierre. Et donc, ce que je dois faire, c'est changer, au fait, de présentation. Il ne s'agira pas de prendre position par rapport à la personne, mais juste de changer notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes et de la façon dont nous nous présentons, de la façon dont nous nous positionnons. Et éventuellement, la personne changera. Et éventuellement, n'importe qui, d'accord, nous verra à travers cet œil nouveau duquel nous nous regardons nous-mêmes. Ou à travers la nouvelle attitude que nous avons décidé d'adopter.
cela va dicter l'attitude des gens autour de nous. Et donc, on ressort de là avec une leçon. Et pour moi, c'est là le pardon. En un. En deux, le pardon, pour moi, va constituer, d'accord, donc, à partir de ce point, à recréer une dynamique plus saine. Il y a un exercice que je fais souvent, puisqu'il y a beaucoup à pardonner, beaucoup de gens à pardonner, c'est de recréer mentalement la situation telle que j'aurais voulu qu'elle se déroule. Je sais que beaucoup de gens ont ce truc-là qu'ils font et puis ils vont juste revivre l'événement, d'accord, du point de vue ils ont raison, ils vont répéter la scène du point de vue ils ont raison. C'est relativement la même chose, mais à la seule différence que de façon consciente, il faut revivre l'événement sous l'angle où il est bénéfique à tous, où tout le monde en tire le meilleur parti. Et là où je veux emmener la chose, c'est de comprendre que lorsque je dis pardonner, je ne vois pas forcément lorsque quelqu'un a commis une offense vis-à-vis de nous. Mais lorsque, par exemple, je dis du n'importe quoi, vous voyez quelqu'un qui tombe, peut-être parce qu'il a glissé. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça ne vous blesse pas. Il n'y a pas eu d'offense. D'accord? Mais la personne est tombée, ça lui a fait mal parce qu'elle est tombée, etc. Elle s'est sentie mal. Et vu que tout le monde la regardait sûrement, elle a eu honte, etc. Sur le coup, ben, elle va évoluer avec cette honte-là. Donc, en réalité, il y a eu une offense, mais c'est elle-même avec elle-même. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. Mais ce n'est pas parce que ça n'a rien à voir avec moi que je ne peux rien faire. D'accord? Et c'est une façon à moi d'exercer le muscle du pardon. Parce que quand il y a une offense, je n'ai pas dit quand je suis offensé, mais quand il y a une offense, ce qu'il faut faire, c'est pardonner. Et la façon dont je pardonnerai quelqu'un qui m'a offensé, je peux faire ce même exercice. Puisque ici, le but, c'est d'apprendre à créer déjà dans notre esprit un meilleur résultat en termes d'événements, d'accord, et de dynamique pour nos proches. Ça peut sembler un peu spirituel ce que je dis, ça l'est. Mais l'idée du pardon va juste plus loin que la notion de l'offense. Ça va dans le fait de voir la perfection. La perfection autour de soi, la perfection semble un gros mot. Mais je pense que c'est le mot le plus simple pour traduire la chose actuellement. Autour de soi, en soi, autour de soi, et pour les autres. Ça rappelle un peu l'histoire de la dame que les prêtres ils avaient amené à Jésus parce que c'était une femme qui, je ne sais plus si elle était adultère ou si, oui, je crois que c'était une femme adultère, un truc comme ça. Et il leur demandait lequel d'entre vous n'avait jamais péché, etc. Et après, il demandait à la femme si quelqu'un la condamnait. Elle a dit non. Et il lui dit que lui non plus ne la condamne pas. C'est l'idée est exactement là. Et ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Elle a merdé, c'est un fait. Mais l'idée du pardon, ou l'idée véhiculée par le pardon, est celui d'enlever
la condamnation de notre esprit, d'enlever l'idée de la condamnation dans notre façon de percevoir les choses. Il ne s'agit pas de dire, oh, ça ne s'est jamais passé. Non. Mais de comprendre que l'étape de la condamnation doit sortir de l'équation. Qui dit condamnation dit culpabilité, soit on s'accuse, on se rend coupable d'une chose ou on rend l'autre coupable, etc. Sortir cela de l'équation. Mais il lui a dit quoi après? Va et ne pêche plus. Parce que la première étape, un peu comme je l'avais décrit au début, de faire cet exercice, c'est se détacher émotionnellement. Donc, enlever la condamnation. Dans ce cas d'exemple, c'est la condamnation qu'il faut enlever. Et la leçon à tirer, ok, effectivement, voilà la situation qui a eu lieu. Mais la leçon qui a tiré, c'est à l'avenir, je ferai les choses de telle façon pour moi. Dans son cas, elle, va et ne pêche plus. Et donc, pour rapidement revenir sur l'exemple que je donnais, lorsque je vois quelqu'un qui tombe, va et ne pêche plus pour moi, dans mon exercice mental, c'est voir la personne ne pas glisser, tomber. Donc, je vais revivre la scène dans mon esprit et voir la personne faire son chemin normalement. D'accord? Peut-être si je veux, avec une charge émotionnelle de fierté ou bien de... Voilà. Puisque tout le pardon est un acte de l'esprit. Donc, la seule façon de le vivre, ne plus voir la condamnation, ne plus voir l'offense, suppose enlever la condamnation de ce qui cause l'offense de l'équation. C'est la seule façon pour nous de ne pas avoir condamné. Donc, c'est un peu l'exercice que je fais. Et comment j'ai appris cela? Il y a quelques années, au fait, que je me suis retrouvé dans des situations et par la force des choses, j'ai appris ma leçon. D'accord. Et c'est un exercice que je m'évertue à faire au mieux. D'accord. Des fois, je peux être juste en train de discuter avec quelqu'un et il soit en train de me parler d'un problème et je vais juste fermer les yeux et le, lui pardonner. Parce que pour moi, justement, comme je le disais au début, la conception du pardon n'est pas seulement dans l'offense, mais c'est dans le fait de, lorsque les choses ne sont pas comme elles devraient être. D'accord? Et donc, ce truc-là, une autre personne peut considérer que, ok, ce que tu appelles pardonner, c'est genre, lorsque tu pries pour quelqu'un, ou lorsque tu penses le meilleur pour la personne, etc. Si on veut. Mais pour moi, tout cela rentre dans ma notion du pardon. Et c'est seulement le pardon qui permet, en fait, de voir les choses neuves. Les choses neuves. Qui permet de voir les choses sans faute. Ou d'effacer la faute. Parce que généralement, on dit pardonner, c'est effacer la faute, etc. Donc, c'est littéralement pareil. Parce que lorsque je revois la scène de l'individu qui avait glissé, maintenant je revois ce même individu qui marche normalement, sans se faire éclabousser ou sans glisser sur le carreau, j'ai effacé la faute dans le scénario. Comment faire pour maintenir des relations à distance? Je crois bien que pour les relations à distance, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'il faut pour que la recette soit un succès. Je pense qu'il faut le vouloir vraiment. D'accord? Pas vouloir, il s'agit pas de la relation, pas vouloir de la relation, mais il faut vraiment vouloir de la personne de l'autre côté. Faut vraiment vouloir de cette
dynamique. De cette dynamique. Un. En deux, il faut être constant. Il faut de la constante pour que ça marche. Et en trois, il faut juste accepter que cela soit ennuyeux. Que cela soit ennuyeux. Et je pense que le point le plus important pour moi, il y en a deux, mais le plus important va être la loyauté. La loyauté. Le dernier point que je pourrais rajouter, c'est la vision que l'on a pour la relation. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans la relation, déjà il faut comprendre que ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde tout le monde n'évolue pas suivant les mêmes standards. Et aussi pour ceux qui veulent le faire, d'accord, ou ceux qui sont dans ce genre de situation, ça ne marche pas. Naturellement, ça ne marche pas pour eux tous, d'accord. Cependant, les éléments que j'ai cités vont être incontournables pour que cela soit couronné de succès. Et donc, lorsque l'on se retrouve dans un contexte de relation à distance, la première chose dont il faut tenir compte, c'est la vision sur le long terme. C'est pourquoi commencer quelque chose si on ne veut pas le terminer ou si on n'a pas une idée de à quoi ça va ressembler à la fin. Aussi la vision, en prenant une dynamique forcément une dynamique de couple. Si la vision à long terme, c'est que l'on soit marié, je conçois dès maintenant, en fait, que c'est mon conjoint. Et donc, il n'y a pas de demi-mesure, en fait, dans cette dynamique. Ok, on n'est peut-être pas encore marié, mais c'est mon conjoint. Même si on n'est pas encore ensemble, encore que la distance rajoute quelque chose, d'accord, comme obstacle. Et puis, la loyauté. Naturellement, lorsqu'on a un conjoint, il faut lui être loyal, d'accord. Et la loyauté va vous permettre de rester concentré, en fait, sur la vision. Et je pense que dans n'importe quelle forme de relation, les deux présents, etc., ça reste indiscutable. La loyauté, c'est la raison pour laquelle c'est la chose la plus importante, parce que c'est la seule chose qui donne du sens à n'importe quelle forme de relation. C'est la seule raison pour laquelle, pour moi, c'est l'ingrédient le plus important. D'accord? Le troisième point, c'est que les relations à distance sont ennuyeuses. Elles sont généralement ennuyeuses. Parce que vous allez vous retrouver. C'est un peu comme si vous vivez dans deux mondes différents, dans ces deux dynamiques différentes. D'accord? Il faut construire les choses. Parce qu'il y a le facteur physique qui est plus ou moins sorti de l'équation. Donc, il n'y a pas de contact. Et donc, ça peut rendre les choses plus délicates. La majeure partie de la relation va être construite sur le mental, sur la communication. Et ça peut être barbant, en fait, pour l'un ou l'autre dans la dynamique. Mais ce n'est pas un problème en soi. L'idée, c'est de comprendre que ce n'est pas un problème en soi et que c'est ok que ce soit ennuyeux. Parce que des fois, vous allez peut-être vous retrouver dans une position, supposons que vous êtes sur Skype, d'accord, et pour faire un crochet sur l'un des points qui devrait venir plus tard, la constante, vous êtes donc sur Skype régulièrement, disons tous les jours, parce que dans cette histoire, vous devez toujours communiquer tous les jours. Ça ne sera pas exactement comme si vous viviez, d'accord, dans le même environnement, mais littéralement tous les jours, trouvez le moyen de communiquer. Et donc, des fois, vous n'aurez juste rien à vous dire, mais ça n'a pas d'importance. Il faut juste comprendre que, ok, on est peut-être sur Skype en train de discuter, à un moment donné, on n'a plus rien à se dire. Tu fais ton truc, je fais mon truc. Il y a des gens qui regardent des films,
Et s'il n'y a pas de film, quelqu'un est en train de travailler, l'autre est en train de dormir, etc. Mais juste comprendre que c'est juste OK et ne pas y mettre beaucoup d'émotions et ne pas comparer donc la forme de cette relation à celle d'une relation classique. Ce sont des éléments qui vont permettre à la relation de, de garder le bon cap, le temps que les deux parties concernées se retrouvent. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, que c'est juste pour un moment. Et un moment, ça peut prendre des années. J'ai eu l'opportunité de voir des relations, comme tout le monde, des relations à distance réussir et d'autres ne pas réussir. J'en ai vu de 7 années. Non, de quoi? De 12 ans. Et bien sûr, quand je dis 12 ans, il y a des moments où, voilà, une fois l'année, d'accord, les personnes concernées se voyaient. D'accord, peut-être un mois dans l'année, un truc comme ça. Mais en règle générale, c'est-à-dire les 11 autres mois, c'était à distance. 12 années, et c'est un couple heureux, d'accord? Puisque maintenant, ils sont ensemble en grâce. Ils sont une famille heureuse. Donc, c'est des trucs qui marchent, mais il faut vraiment, il faut vraiment y mettre du sien. Il faut vraiment y mettre du sien. Donc, pour que cela marche, c'est un peu les éléments dont il faudra tenir compte. Comment puis-je élargir mon cercle social? Hmm. Comment puis-je élargir mon cercle social? Pour ce faire, une façon de le faire, c'est de partir de nos centres d'intérêt. D'accord? C'est quoi vos centres d'intérêt? Établir une liste de vos centres d'intérêt. Les centres d'intérêt que vous avez déjà et les centres d'intérêt que vous avez l'intention de développer. D'accord. Et sur la base de cela, trouvez une personne déjà dans votre environnement qui a ce centre d'intérêt en commun. Mais, comment le dire? L'idée de départ, c'est que le centre d'intérêt ne soit pas déjà donc quelque chose que votre cercle immédiat, d'accord, a de commun avec vous. Que ce soit quelque chose ok, que vous avez, qui vous intéresse, mais que vous ne pratiquez pas souvent, d'accord. Je dis n'importe quoi, parlons de la danse. Supposons que c'est quelque chose qui vous intéresse, d'accord, la danse. Vous avez un ami qui danse, mais ce n'est pas que vous dansez tous les jours. Lui, il danse. Vous savez qu'il a donc ce cercle relationnel dans le monde de la danse, mais pas vous. Donc, l'idée, c'est de lui proposer, d'accord, de vous introduire à à cet univers de la danse. Et cela vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre à danser et donc d'élargir votre cercle social. Mais du point de vue de la danse, ce sera littéralement pareil du point de vue dans le monde des affaires. Le même principe. Maintenant, en supposant que vous n'avez pas quelqu'un dans dans le domaine en particulier où vous êtes intéressé, par lequel vous êtes intéressé, il faudra rechercher sur la toile. Parce que généralement, la façon dont le monde évolue maintenant est telle que il y a des événements qui sont organisés sur relativement tout, d'accord, dans relativement tous les domaines, en passant par l'art, à la danse, aux affaires, etc., etc. Donc, je pense que la façon optimale de faire, c'est après avoir ciblé le centre d'intérêt qui
qui vous intéresse, d'accord? D'identifier les événements où des gens participent, d'accord? Et de commencer au fait donc par fréquenter ces endroits-là. Et éventuellement, vous deviendrez un habitué. Éventuellement, vous allez vous faire un an. Parce qu'il y a un truc qui se passe. Lorsque les gens vous voient une fois, ils ne retiennent pas votre visage. Pas forcément. Au bout de 2 fois, 3 fois, ok, on reconnaît ce visage-là. Et peut-être vous allez vous introduire. Donc les gens même sont plus à l'aise. Peut-être que même les 2 premières fois, vous n'avez même pas reçu de bonjour. C'est vous qui êtes allé dire bonjour. Et c'était juste bizarre. Mais genre des phrases de 2 minutes, 3 minutes parce qu'il le fallait. C'est juste bizarre. Mais au bout de 3 fois, 4 fois, ça devient plus intéressant. Vous avez des choses dont vous allez discuter. D'accord? Parce que les gens sont plus à l'aise avec vous. Parce que maintenant, ok, ils vous connaissent tout au moins de vue. Ils vous connaissent tout, plus ou moins. Donc ils sont plus à l'aise pour mener de courtes discussions avec vous, ouais, vous laisser rentrer au fait, parce que souvent, même lorsqu'on parle de centre d'intérêt, il y a comme des, des clans, pas des clans, pas de façon conflictuelle, mais genre des individus qui vont se regrouper par affinité, d'accord, au sein même de ce cercle de, d'intérêt. Et donc, progressivement, on vous laissera rentrer au fait dans un cercle, vous laissez participer, d'accord, à leur dynamique relationnelle, à leur dynamique, oui, relationnelle en termes d'échange, etc. Et vous devez donc pouvoir vous trouver votre place, une nouvelle place. Et cela vous permet non seulement d'élargir votre connaissance en rapport avec le nouveau domaine, et d'élargir aussi votre relationnel, d'accord, en rapport avec le domaine, c'est-à-dire des gens dans ce même secteur, en fait, où vous étiez intéressé à la base. Donc, je pense que cela reste une bonne stratégie. Soit quelqu'un déjà dans votre environnement qui vous s'introduit, ou soit utiliser la toile et rechercher des événements. Peut-être qu'il n'y en a pas, même s'il n'y en a pas beaucoup dans votre ville, vous pouvez toujours en trouver. Et à force de rechercher, vous allez éventuellement trouver des personnes qui sont peut-être en train de chercher ou qui sont d'accord dans ce domaine-là, mais qui n'ont pas trouvé dans votre environnement comme vous d'événements. Je m'explique. Supposons que vous êtes intéressé par un art martial, le Jiu-Jitsu brésilien, le JJB. Mais on n'en fait pas dans votre vie, dans votre ville. C'est ça parce qu'on n'en fait pas, il n'y a pas de dojo de dojo qui fait le JJB, qu'il n'y a pas de pratiquants de JJB dans votre ville. Peut-être qu'il y en a, il y a quelqu'un qui est venu dans la ville, mais bon, il ne pratique pas parce qu'il n'a vu personne. Aucun centre ne le fait. Donc voilà, il ne le pratique pas. Donc l'idée, c'est que en utilisant la toile, vous pourriez éventuellement trouver des personnes qui, de, de par les questions qu'elles vont poser, vont vous faire comprendre, ah ok, telle personne est dans le même espace géographique que moi et a ce même intérêt que moi. Et même si on n'en a pas encore trouvé, je pourrais rentrer déjà en contact avec cette personne. L'autre truc, c'est que même si la personne n'a pas encore trouvé d'événements, d'accord, ou de lieux en rapport avec le centre d'intérêt, cela vous permet d'augmenter une personne à votre relationnel en un, et en deux, lorsque cette personne va trouver, elle va partager l'information avec vous. Donc, cela vous permet d'optimiser, au fait, la recherche. D'optimiser votre recherche dans le temps. Au-delà de vous permettre de construire un relationnel, ça vous permet d'optimiser votre recherche qui n'a que pour but d'élargir votre cercle social. Qui n'a que pour but d'élargir votre cercle social.
Bien. Comment écouter activement les autres? Comment écouter activement les autres? Je ne suis pas sûr que tout le monde s'entende sur ce point. Quoique, il y a une conception, d'accord, qui est largement partagée par les gens. C'est que une personne qui écoute attentivement doit être forcément tout le temps silencieuse. C'est-à-dire, je me tais, je te laisse parler. C'est quand tu finis de parler que je commence à parler. Donc, c'est une écoute attentive. Cependant, personnellement, je ne pense pas que ce soit totalement vrai. Parce que je peux me taire pendant que tu parles, te laisser parler, commencer par parler, et, et être hors sujet. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps où je t'écoutais, tu parlais d'une chose, je comprenais autre chose. Et il faut comprendre que ce n'est pas un interview. Ouais, dans une interview, justement, je tends le micro, je laisse la personne finir de parler, maintenant je lui pose des questions, etc. Mais dans une discussion, d'accord, il s'agit d'un échange. Donc, selon moi, les règles ne sont pas littéralement les mêmes. La seule façon pour moi d'être sûr que je comprends ce que tu dis, c'est non, effectivement, d'écouter, mais aussi de poser des questions au fur et à mesure. L'idée pour moi, c'est de confirmer que ce que tu dis, c'est ce que tu veux que je comprenne, c'est littéralement ce que je suis en train de comprendre. Certaines personnes peuvent trouver que ça interrompt. Oui, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais le but, interrompre en ce moment n'a pas pour but de déconstruire la discussion, mais, mais plutôt de mieux l'organiser, en fait. Puisque c'est supposé être, tu parles et tu veux que je comprenne ce que tu dises, pas que je le comprenne comme moi je l'entends. Parce que c'est justement cela la base des discussions éternelles, d'accord, où l'un dit une chose, c'est-à-dire l'un est dans une perspective et l'autre est dans l'autre perspective, parce qu'ils ne s'entendent pas tout simplement peut-être sur un seul mot. Mais les deux ne sont pas conscients que c'est leur compréhension du mot là qui est le souci. Donc, pour moi, une écoute active va impliquer aussi parler. Et je fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça. Et ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais je pense que cela permet de faire rapidement évoluer la discussion. Parce que l'autre souci, c'est que avant que l'autre personne ait fini de parler, on a le temps d'oublier beaucoup de choses. Donc, ça permet, non, effectivement, le fait de rentrer dans la discussion te permet éventuellement ok, de checker que ce que la personne est en train de dire, je suis en train de la comprendre en un. Et en deux, je ne risque pas d'oublier tel point qu'elle a évoqué, puisque je suis en train de la questionner par rapport à cela en même temps. Et éventuellement, s'il faut, je réponds en même temps. Donc, ça me permet d'évoluer dans la discussion. Donc, pour moi, c'est cela. Certaines personnes trouvent que ça les déconcentre, mais je pense que ce n'est pas tellement lié à la personne qui est en train d'écouter. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de développer une idée, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de garder un grand niveau de concentration et de se laisser tout de suite dévier. Mais l'idée, c'est lorsque vous développez une idée, même si l'autre vous pose des questions, de trouver le moyen de revenir dans l'idée. Et il n'y a aucun souci, selon moi, à demander à la personne justement qui vous a interrompu de quoi est-ce que je parlais,
quand tu m'as posé la question. Parce que je pense que c'est l'un des éléments de frustration, justement, de ceux qui se plaignent, au fait, qu'on ne les écoute pas. C'est que, justement, lorsque la personne en face leur pose des questions, il se dit, ok, tu m'as interrompu, tu ne m'écoutes pas. Et maintenant, je sais plus ce que je disais. Alors que c'est pas forcément vrai. En ce qui me concerne, par exemple, je pose des questions justement parce que je suis en train de t'écouter. Mais je veux être sûr que ce que tu es en train de me dire, c'est ce que j'ai compris. Parce que tu peux dire une chose qui implique une chose, et pour la même situation, ça peut impliquer autre chose suivant mon entendement. Donc, je veux être sûr qu'on a le même entendement du mot, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a aucun souci à demander à la personne en face de quoi est-ce que je parlais quand tu m'as posé ta question. Et de revenir dans le flow. Puisque de toute façon, c'est une idée que tu développais. Donc, pour moi, c'est juste ça. Et cela permet à la discussion d'avancer. D'avancer. Et généralement, lorsque je vais être en train de discuter, j'aurais tendance à demander à la personne en face de moi, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que plutôt que la personne me check, ou check la compréhension de de ce que je veux qu'elle comprenne, c'est moi qui vais checker, au fait. Je m'attendrai à ce que la personne le fasse, mais généralement, c'est moi qui suis en train de parler, qui vais inviter la personne, justement, à rentrer dans ce que je dis. Parce que je veux être sûr qu'on n'est pas en train de se perdre du temps. Parce que lorsque je te parle d'une chose bien précise. Je veux être sûr que là où je veux que tu ailles, c'est exactement là que tu pars. Et nulle part ailleurs. Et donc, je vais te demander éventuellement, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends, etc. Donc, c'est un peu cela. Bien. Je crois que nous allons nous arrêter pour cette session.